Bienvenue tout le monde sur le balado En attendant ma lettre de Poudlard, le premier épisode de ce nouveau balado québécois dédié 100% à Harry Potter. Je me présente, je m'appelle Frédéric Paré, je vais être l'animatrice de ce super balado qui va explorer vraiment plein de sujets différents concernant Harry Potter. J'ai créé une page Instagram qui s'appelle potter.québec il y a 2 ans, dans le but vraiment de réunir tous les fans québécois d'Harry Potter. Et ça me tentait de faire une genre d'extension à cette page Instagram-là en créant le balado pour pouvoir vraiment s'attarder plus en longueur, puis vraiment comme, c'est ça, plonger là, head first dans plusieurs sujets différents. Pour parler un peu de moi, puis de mon amour pour Harry Potter, j'ai commencé à lire les livres, j'étais en 6e année, donc genre 2005. Puis, j'étais pas une grande lectrice, mais évidemment, comme peut-être plusieurs d'entre vous, lire les Harry Potter, c'était autre chose que de la lecture pour moi. C'était plonger dans un univers, mais vraiment le voyager ailleurs. Évidemment, à cette époque-là, il y avait déjà les 4 premiers films qui étaient sortis, donc j'aimais déjà ça. À ma lecture du 7e tome, j'ai juste été chavirée par tout le dénouement de l'histoire, les révélations sur le personnage de Severus Rogue. Puis à ce moment-là, comme déjà que j'aimais ça, mais c'est ça, après ma lecture du 7e tome, j'étais comme, OK, maintenant je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. J'étais une grande fan de Severus Rogue tout d'un coup. Après ça, je me suis lancée dans l'univers des fanfictions. J'ai commencé à écrire des histoires. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le thème des fanfictions, c'est de reprendre les personnages, le même univers qu'on connaît, puis d'écrire sa propre histoire. Donc, t'écris pas mal ce que tu veux. Tu sais, tu peux prendre genre une histoire sur Hermione, t'écris un peu ce que tu veux sur elle qui passe, je sais pas, sa 6e année à Poudlard. Donc, ça peut prendre un virement romantique, plus humoristique, plus aventure. Fait que c'est ça. Ça m'a vraiment accompagnée pendant mon secondaire. Je tripais vraiment à lire des fanfictions, en écrire, comme j'ai dit. Puis, finalement, j'ai fini par délaisser ça. Mais je suis toujours restée vraiment une grande fan. J'ai visité les studios à Londres. J'ai été à Universal Studios à Orlando, en Floride. J'ai des tattoos d'Harry Potter. Ben, ma maison à Poudlard, c'est Serre d'Aigle. Et pour ceux qui regardent la version filmée du balado, vous pouvez voir que je porte un chandail de Serre d'Aigle. Et pour ceux qui écoutent audio, je vais vous décrire un peu le chandail. En fait, c'est une robe T-shirt grise. Il est écrit Serre d'Aigle, comme un peu, comme si c'était un chandail d'équipe, je ne sais pas trop comment dire. Mais l'important de ce T-shirt-là, de cette robe T-shirt, c'est qu'elle est faite au Québec par Chloé, une compagnie que je suis depuis des années, que j'adore. C'est une fille qui s'appelle Chloé, qui habite au Lac-Saint-Jean. Ce que j'adore de ça, c'est qu'il est écrit Serre d'Aigle et non Ravenclaw. Donc, c'est écrit en français. Puis, évidemment, c'est disponible pour les autres maisons aussi. Le lien vers la boutique en ligne est dans le descriptif de l'épisode. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer la vôtre, comme je dis, parce que c'est écrit en français, là, c'est quand même cool. Je tiens vraiment à dire que, tu sais, je suis fan, mais je me pense vraiment pas la connaisseuse super experte du sujet. C'est plus de rassembler avec ce balado-là tous les fans et tous les gens qui trippent à aimer Harry Potter. Alors, c'est ça. C'est pas un balado d'introduction, ceci dit, à Harry Potter. C'est vraiment destiné aux gens qui connaissent déjà ça. Si vous avez pas lu les livres, c'est bien correct. Même si vous avez pas vu tous les films, je pense que c'est correct aussi. Déjà, d'avoir un intérêt pour la chose, de bien connaître ça, ça va être parfait pour vous. Aujourd'hui, pour le premier épisode, tu sais, je me disais qu'est-ce qui pourrait être une bonne introduction, un bon premier, c'est ça, thème pour se lancer dans le balado. L'épisode d'aujourd'hui va être divisé en 2 parties. Première partie, ça va être comme un rappel je sais pas trop comment dire, un rappel du fonctionnement de l'univers fictif d'Harry Potter. Puis ensuite, deuxième partie de l'épisode, ça va être un survol de la ligne du temps. Et par ligne du temps, je veux pas dire, je vous rappelle ce qui se passe dans chaque livre, c'est vraiment les événements marquants, même qui ont eu lieu avant. Donc, je vais juste comme les mettre en ordre qui sont arrivés parce que juste moi, ça m'a aidé de le revoir. Alors, voilà. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui.
je tiens à dire que mes sources, quand je fais mes recherches, il y a plusieurs pages que je peux consulter évidemment sur Internet. Je pourrais moi-même aller revoir dans les livres, mais je préfère consulter le wiki d'Harry Potter. Donc, c'est vraiment une encyclopédie, le virtuel. Il y a une page sur tout. Tu vas là-dessus, là, il y a une page, c'est ça, sur tout. Tu as une page sur n'importe quel sortilège, puis ça va te le décrire, ça va te dire à quel moment il est mentionné, dans quel livre, dans quel film. Même chose pour tous les personnages, tous les événements, tous les groupes. Vraiment, c'est super complet. Ceci dit, je prends mon information là-dessus. Donc, je vais tout de suite commencer par faire un rappel des différents types de sorciers au niveau sanguin, genre, parce qu'on sait à quel point les conflits entre les types de sorciers, selon le statut sanguin, c'est vraiment au cœur de l'histoire d'Harry Potter. C'est vraiment ça, un peu comme qui crée tous les conflits, la guerre, etc. Dans l'histoire. Comme Voldemort a pour objectif de se débarrasser de tous les sorciers qui ne sont pas sang pur. Donc, un sorcier sang pur. Un sorcier sang pur doit avoir seulement des ancêtres sorciers, strictement sorciers. Donc, des exemples de sorciers sang pur, de lignée pure, on a les Weasley et les Malfoy. Donc, souvent, ces sorciers-là, dans l'histoire, devaient un peu comme se marier entre cousins pour être sûr de conserver la lignée pure. Alors, c'est rare, des sorciers de sang pur, là, comme ça se peut quasiment pas. Honnêtement, je veux dire, il n'y a pas moyen, je pense, dans le monde des sorciers, de confirmer qu'il y a vraiment une lignée pure, là. À moins vraiment là, d'être sûr, puis de garder ça écrit dans un livre, là, que c'est ça. Tous les mariages qui ont eu lieu, tous les enfants sont nés d'alliances entre sorciers purs, parce que justement, le type de sorcier le plus répandu, c'est les sang mêlés. Pour être sang mêlé, il faut que tu aies seulement un ancêtre moldu, un parent moldu, ou même là, un ancêtre, là, ton arrière-grand-père est moldu, ben tu t'es considéré sang mêlé. Harry Potter est sang mêlé, comme sa mère était née moldue. Voldemort et sang mêlé également. Son père était moldu. Donc, c'est vraiment le type le plus répandu. Ensuite, on a les nés moldus ou, malheureusement, sang de bourbe. Ça, c'est l'expression très péjorative pour désigner un né moldu. Donc, c'est quelqu'un qui, c'est un sorcier qui est né dans une famille 100% moldue, comme Hermione Granger. Puis là, je pense que, tu sais, quand tu nais moldu, peut-être que ça veut aussi dire que dans tes ancêtres très, très, très loin, il y avait peut-être un sorcier en quelque part. Et que finalement, c'est ça, t'es né moldu. Puis à l'inverse, des nés moldus, il est possible aussi de naître dans une famille de sorciers sans pouvoir magique. Donc ça, c'est un petit peu plate selon moi, là, mais tu peux, c'est ça, naître sans pouvoir magique, puis tu as 2 parents sorciers. Et ces gens-là, on les appelle les craquemolles, comme le concierge de Poudlard, Argus Rusard. C'est un craquemolle. Donc, il y a le monde des moldus puis le monde des sorciers, ça existe vraiment dans le même univers. C'est 2 communautés qui coexistent, si je peux le dire. Le monde de la magie est caché du monde des moldus. Les moldus n'en connaissent pas l'existence, mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que des siècles auparavant, donc quand je dis des siècles auparavant, c'est vraiment longtemps dans l'histoire de Harry Potter, c'était pas le cas. Les Moldus connaissaient l'existence des sorciers, mais avaient quand même leur réticence, ce qui a fait qu'éventuellement, les sorciers ont commencé à être persécutés, à être arrêtés, à être mis à mort, à être pointés du doigt et tout ça. Donc, de ça est née la création du Code international du secret magique, qui a vu le jour vers la fin du 17e siècle. C'est fou, il y a vraiment une histoire complète, comme vous voyez en ce moment, par rapport à cet univers-là puis à ce monde de la magie-là. Donc, à partir de la création du Code international du secret magique, les sorciers se cachèrent définitivement des Moldus. Il y a des nombreux villages qui sont devenus des villages de sorciers, comme Godric's Hollow, des lieux de résidence là, bien connus pour des familles de sorciers qui vivaient, mettons, parmi des Moldus tolérants et des Moldus qui pouvaient être, au fil du temps, soumis à des sortilèges de confusion. Sortilège de confusion, petit rappel, c'est vraiment comme de rendre quelqu'un confus, justement. Si un moldu, par exemple, voit un sorcier voler à balai dans le ciel, là, il peut recevoir le sortilège de confusion, puis vraiment plus être sûr de ce qu'il a vu, puis oublier ça, puis passer à autre chose, là. Continuer sa journée comme si rien n'était. Alors, sortilège de confusion, très utilisé à partir de ce moment-là sur les moldus pour éventuellement que les moldus oublient l'existence des sorciers, puis que ça reste juste comme des mythes et légendes.
Donc, de ce nouveau Code international du secret magique sont nées plusieurs lois importantes comme l'interdiction d'enchanter des objets moldus, interdiction pour les sorciers mineurs de faire de la magie en dehors de l'école et évidemment interdiction de révéler l'existence du monde des sorciers à un ou des moldus. Donc, les lois sont contrôlées par le ministère de la Magie et si quelqu'un les enfreint, il peut être envoyé en prison. Parce que oui, ben, le ministère de la Magie, c'est vraiment comme le gouvernement, c'est le gouvernement du monde magique. Il y a un ministère de la Magie dans chaque pays du monde, mais comme l'histoire d'Harry Potter se déroule en Angleterre, nous, on est super familiers avec le ministère de la Magie anglais, donc qui est à Londres. Les relations politiques entre le monde des sorciers et le monde des moldus, c'est vraiment strict minimum. Donc, je vais encore prendre l'exemple d'Angleterre, mais je pense que c'est comme ça dans tous les pays. Le ministre de la Magie, mettons qu'il y a un nouveau premier ministre moldu d'élu, le ministre de la Magie va aller se présenter au nouveau premier ministre moldu suite à son élection. Mais c'est ça, le premier ministre moldu va être une des seules personnes à connaître l'existence des sorciers et en règle générale, c'est la seule fois qu'ils vont se rencontrer à moins, bien, se rencontrer, oui. Peut-être la seule fois qu'ils vont se rencontrer, mais ils vont peut-être entrer en communication quand ça va être nécessaire. Justement, par exemple, si Voldemort revient au pouvoir, le ministre de la Magie va avertir le premier ministre moldu. Dans le 6e tome, dans Le Prince de Sang-Mêlé, il y a une évasion massive de Mange-Morts d'Azkaban. Même chose, là, qui commence à s'attaquer aux Moldus. Donc, même chose, le ministre de la Magie va comme faire un petit avertissement, va laisser savoir le premier ministre moldu que ça se déroule. Donc, ils vont se tenir respectivement au courant de ce qui se passe, chacun de leur part. Puis, à part les écoles puis les ministères, il y a des boutiques pour sorciers, des hôpitaux pour sorciers, des prisons pour sorciers. La prison que nous, on connaît, c'est Azkaban. L'hôpital à Londres s'appelle Sainte-Mangouste. Et des endroits comme le chemin de traverse ou le village de Préolard, c'est des endroits où il y a justement des boutiques, des restaurants, puis c'est comme 100% réservé aux sorciers. Les sorciers ont également leur propre système de pièces de monnaie, que je me rappelle jamais, honnêtement. Fait que je vais juste citer Hagrid dans le tome 1. Les pièces en or sont des galions. En argent, ce sont des mornilles. Il y a 17 mornilles d'argent dans un galion d'or et 29 noises de bronze dans une mornille. C'est facile à retenir, dit-il. Je sais pas, parce que moi, je suis pas capable de le retenir. Et cet argent-là peut être comme contrôlé, et géré par la Banque des sorciers qui s'appelle Gringotts, qui est sur le chemin de traverse à Londres. Et d'autres choses intéressantes à savoir, à se rappeler ou que je voulais préciser, les sorciers ne s'approprient pas vraiment les inventions super modernes des moldus comme le téléphone, l'Internet, la télévision. Ils ont par contre la presse papier, comme le fameux journal La Gazette du Sorcier. Ils ont aussi la radio. Leur moyen principal de communication, c'est des lettres qu'ils envoient avec des hiboux. Ils peuvent également communiquer avec des cheminées ou des patronus. Et comme les moldus, les sorciers, évidemment, prennent des photos, mais les photos sont animées. Fait que, si vous avez vu les films, vous le savez, là, c'est comme un GIF qui joue en loop, là, genre de 3 secondes d'animation qui fait juste rejouer. Donc, les photos sont animées. Et le sport populaire chez les sorciers est le Quidditch qui se joue sur des balais volants. Et c'est tout ce que je vais dire sur le Quidditch aujourd'hui parce que là, je vais skipper d'expliquer toutes les règles puis tout ça, mais c'est vraiment le sport des sorciers, comme vous savez. Là, il y a une ligue professionnelle, les gens sont fans de leur équipe. C'est comme il y a des équipes pour chaque pays, comme on a vu avec la Coupe du monde de Quidditch dans le 4e livre/film. OK, les moyens de transport dans le monde de la magie. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a des moyens de détourner des moyens de transport moldus, mais en même temps, ça irait contre la loi, l'interdiction d'enchanter des objets moldus. Mais là, je pense au Magicobus. Puis je me demande pourquoi c'est correct qu'il y ait le Magicobus, parce que clairement, c'est un moyen de transport contrôlé par le ministère de la Magie, ça a été accepté. Donc là, c'est ça. Ensuite, créatures fantastiques, c'est aussi des moyens de voyager. Tu peux voler à hippogriffe avec un phénix, des sombrales, des dragons. Et évidemment, les balais, tapis volants, porte au loin. Et la fameuse technique de téléportation qui s'appelle le transplanage. Donc, le transplanage, c'est le moyen de transport le plus rapide. Tu te téléportes instantanément, presque instantanément, d'un endroit à un autre. Puis le transplanage, c'est vraiment l'équivalent
de comme apprendre à conduire pour les moldus. C'est pas permis pour un sorcier tant qu'il n'est pas majeur. Donc, il faut avoir 17 ans pour pouvoir transplaner. Mais non seulement ça, il faut également passer des cours et des examens parce qu'il faut vraiment que tu maîtrises l'art de transplaner. Sinon, il y a des risques de te faire désarticuler. Donc, de laisser une partie de ton corps derrière toi si tu t'es pas assez pratiqué à transplaner. Voilà pour le transplanage. Dans l'univers d'Harry Potter, il y a beaucoup de créatures magiques, des créatures qui viennent de la mythologie pour la plupart, comme le basilic, le centaure, l'hippogriffe, le dragon. Mais il y a aussi des créatures qui ont été entièrement créées par l'auteur. C'est le cas, par exemple, pour les détraqueurs, les sombrales, les épouvantards. Ensuite, concernant la scolarité, comme on sait, les sorciers ne peuvent pas avoir de baguette magique avant l'âge de 11 ans. Ils vont choisir leur petite baguette juste avant de commencer l'école, chez Ollivander, sur le chemin de traverse. Ils ne peuvent pas, évidemment, faire de magie en dehors de l'école. Et ces élèves-là, en fait, tous les sorciers mineurs ont la trace sur eux. Donc, la trace, ça permet de tracer n'importe quel agissement magique en dehors de l'école avant leurs 17 ans. C'est pour ça que, justement, Harry reçoit un avis du ministère de la Magie alors qu'il fait un Patronus au début de l'Ordre du Phénix parce que, il y a la trace. Fait que le ministère de la Magie a su instantanément qu'il avait fait de la magie. Avant d'entrer à l'école de sorcellerie, il n'y a aucun système d'éducation, donc il n'y a pas d'école primaire là, pour les sorciers. Les parents sorciers font un genre d'école à la maison pour apprendre la base, donc l'écriture puis les mathématiques, là, apprendre à compter à leurs enfants. Puis à l'inverse, mettons les enfants nés moldus ou qui sont élevés dans des familles moldues, les sorciers, c'est ça, vont fréquenter, eux, les écoles primaires ordinaires. Justement, Harry, là, c'est sûr qu'il ne savait même pas qu'il était sorcier, mais lui a été à l'école primaire bien normale, comme Hermione aussi. Fait qu'il n'existe aucune loi, en fait, qui oblige les enfants, quand ils ont 11 ans, d'aller à une école de sorcellerie. Les parents sorciers peuvent décider de continuer à élever leurs enfants, faire l'école à la maison, au lieu de les envoyer à Poudlard, mais je ne sais pas pourquoi ils feraient ça. Alors, puis ils peuvent même les envoyer dans une autre école, dans un autre pays, si ça leur tente. Et après les études, après Poudlard, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de système de troisième cycle, de système éducatif de troisième cycle. Donc, les étudiants diplômés de Poudlard sont prêts là, à exercer un emploi, à moins vraiment de vouloir faire des métiers qui nécessitent des programmes d'entraînement spécifiques comme être aurore, qui est comme un peu, mettons, l'équivalent de la police dans le monde des sorciers, ou être médicomage, donc médecin du monde magique. Tu peux aussi, quand tu es sorcier puis tu sors de l'école, décider d'aller voyager puis d'aller étudier le monde des sorciers ailleurs, dans d'autres pays, voir d'autres créatures, voir d'autres cultures, comme Charlie Weasley, le frère de Ron, a fait en allant étudier les dragons en Roumanie. Et puis, dernière chose, la mort chez les sorciers. Je finis là-dessus, on va finir le survol sur la mort. Les sorciers sont pas immortel, c'est justement quelque chose qui n'est pas possible dans la magie des sorciers de se rendre immortel, à moins là, vraiment, c'est ça, de mettre ton âme dans des objets, comme les Horcruxes. Donc, tu ne peux pas te rendre immortel. Mais quand tu meurs, tu peux décider si tu reviens sous la forme d'un fantôme ou non. C'est pour ça qu'il y a certains fantômes à Poudlard. Mais tu sais, de ce que je comprends et de ce que j'évalue, c'est peut-être plus quelque chose que les gens faisaient à une autre époque, parce que ça a l'air super moins commun de l'époque d'Harry que les gens qui meurent décident de revenir en fantôme. Il y a plusieurs sorciers qui... plusieurs. Il y a des sorciers qui reviennent aussi dans des portraits, comme Dumbledore. Lorsqu'il meurt, son portrait apparaît dans le bureau des directeurs à Poudlard. Et à ce moment-là, tu peux discuter avec Dumbledore vraiment quasiment comme s'il était encore en vie. Parce que son esprit est encore là. C'est vraiment... c'est ça, tu peux parler avec lui, puis il peut réagir à ce que tu dis. Dans le monde magique, la persistance de l'âme après la mort, c'est pas une croyance. C'est comme un fait. Fait que c'est sûr que quand un sorcier meurt, tu le sais que son âme existe quelque part. Tu sais qu'il y a un moyen, tu sais, justement, si tu as la pierre de résurrection, tu peux ramener son âme. Comme c'est juste confirmé pour les sorciers que quand un sorcier meurt, c'est vraiment juste le corps physique qui s'éteint puis que l'âme persiste d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est possible d'invoquer les morts et de communiquer avec eux.
Fait que c'est ça. Je finis le survol là-dessus, là, parce que je veux m'attaquer à la ligne du temps. Fait que ouais, c'était ça mon survol, mais tu sais, j'aurais vraiment pu parler de plein d'autres choses. J'aurais pu, je sais pas, là, vous rappeler c'est quoi les potions magiques, les sortilèges principaux. Mais c'était plus, c'est ça, sur le fonctionnement, comme je vous dis, de l'univers magique, ce qui est permis, ce qui est pas permis, comment les sorciers vivent, ça ressemble à quoi la vie des sorciers de la naissance jusqu'à la mort. Alors, j'espère que ça vous a un peu plus éclairé. Vous me direz, là, n'hésitez pas à m'écrire puis à me dire quel sujet vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse moins, de quoi vous aimeriez que je parle. Alors maintenant, on y va pour la ligne du temps. OK. Maintenant qu'on s'est replongé dans l'univers magique un peu et que je vous ai donné toute cette belle information sur le fonctionnement du monde des sorciers, c'était essentiel pour moi qu'on repasse sur la ligne du temps des événements importants pour que tout soit clair, que tout le monde s'en rappelle bien en vue des prochains épisodes. Fac, OK, c'est parti. Je vais commencer par la fondation de Poudlard, qui se passe vers la fin des années 900, donc vers la fin du 10e siècle. Donc, les 4 plus grands sorciers de l'époque, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, décident de s'unir, puis en plus, ils étaient amis. Donc, sont comme, on va ouvrir une école qui va être un lieu d'épanouissement, un lieu d'apprentissage où les sorciers vont pouvoir se réfugier également parce qu'à l'époque, ben c'est ça, là, les sorciers commençaient à se faire persécuter par les Moldus, à se faire arrêter, puis tout ça, à se faire juger. Donc, c'était dans ce but-là, tu sais, de vraiment offrir un endroit pour que les sorciers puissent aussi apprendre à maîtriser leur magie, je pense bien. Ils baptisent l'école Poudlard et partent très vite à la recherche de sorciers possédant les aptitudes nécessaires pour enseigner la magie aux élèves. Mais là, les 4 réalisent rapidement qu'ils n'ont pas tous les mêmes visions et opinions concernant la manière que ça devrait fonctionner à Poudlard. Donc là, leurs différents points de vue les mènent à décider que l'école va être divisée en 4 maisons, que les élèves vont être répartis dans ces maisons-là. Ces 4 maisons qui prennent les noms de famille des fondateurs, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard. Et vu que les 4 fondateurs ne sont pas immortels, ils décident de donner à un chapeau ensorcelé, donc qui va devenir le chapeau, le pouvoir de répartir chaque nouvel élève dans la maison qui lui correspond. Donc, ils vont comme intégrer une partie de leur propre conscience au chapeau pour qu'ensuite le chapeau, lui, soit capable de déterminer l'élève doit être dans quelle maison. Les nouveaux élèves qui vont arriver à l'école. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de tensions entre les fondateurs. Serpentard refuse catégoriquement qu'il y ait des Némoldus qui soient admis à Poudlard parce que selon lui, les Némoldus ne sont pas dignes d'étudier la magie. Et à l'inverse, les 3 autres fondateurs sont comme, c'est bien correct, là. Fait qu'ils s'opposent vraiment à lui. Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui dans l'histoire d'Harry, il y a beaucoup de tensions, comme on le sait encore, entre la maison de Gryffondor et Serpentard. En fait, il y a beaucoup de tensions entre Serpentard et les autres maisons. Je fais un saut de quasiment 1000 ans. Ça, c'était comme l'entrée en matière sur la ligne du temps. Je fais un saut de quasiment 1000 ans. Je m'en vais au 20e siècle, en 1926, pour la naissance de Tom Jedusor, qui sera plus tard Voldemort. Alors, Voldemort est né en 1926. Puis, un peu de background sur Voldemort, parce que je pense que c'est nécessaire juste de comprendre puis de faire ce rappel-là. Comme j'ai dit tantôt, il est sans mêler. Sa mère, c'était une sorcière. Son père, c'était un moldu. Sa mère a full abusé du filtre d'amour sur son père. Elle voulait vraiment que Tom Jedusor Senior tombe en amour avec elle. Puis là, finalement, elle a arrêté parce qu'elle était comme, là, il doit vraiment m'aimer. Fait que dès qu'elle a arrêté de lui donner le fil d'amour, lui, il était comme, il s'est comme réveillé, puis il était vraiment fâché contre elle. Il a décidé de l'abandonner. Puis elle était enceinte en plus. Donc là, il est parti. Puis sa mère, à Tom, elle s'appelle Merope. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom.
Merope donne naissance à Voldemort, c'est bizarre à dire, donne naissance à Voldemort devant les portes d'un orphelinat, meurt 1 heure après avoir donné la naissance, et donc Tom Elvis Jedusor, grandit à l'orphelinat toute sa jeunesse, des années difficiles à l'orphelinat dans ces années-là. Pour lui, il fait peur aux autres enfants, il vole des objets aux autres enfants, il est super, super enfermé sur lui-même, super solitaire. Quand il a 11 ans, Albus Dumbledore vient le chercher, vient le visiter, vient lui annoncer qu'il est sorcier, vient lui dire qu'à Poudlard, il va pouvoir apprendre à comme, contrôler sa magie, puis contrôler ses pouvoirs, puis c'est ça, apprendre plus sur ce qu'il est capable de faire. Donc, à Poudlard, Tom Jedusor va être envoyé à Serpentard. À ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il est l'héritier du fondateur de Serpentard. Il ne sait pas qui est l'héritier de Salazar. C'est un élève très séducteur, juste pour vous dire, parce que là, je viens de réaliser, je n'ai pas dit en quelle année on est rendu. Voldemort, il entre à Poudlard en 1937. Donc, c'est ça, un élève très charismatique que tous les profs vont avoir, mais Dumbledore a quand même comme ses réticences, puis garde un œil sur lui parce qu'il voit déjà une certaine noirceur en Tom. Puis, c'est ça. Tom, pendant qu'il est à Poudlard, va faire beaucoup, beaucoup de recherches sur ses origines, va essayer de comprendre c'est qui ses parents parce qu'il ne sait pas grand-chose sur eux. Mais il est persuadé que sa mère, c'était une moldue parce qu'il se dit « Ma mère, si elle avait été une sorcière, elle ne serait pas morte après avoir accouché de moi. » Mais finalement, en faisant ses recherches, il réalise que c'est son père qui est moldu. Une fureur, là, s'empare de lui à ce moment-là. Renie ses origines moldues, décide de changer de nom, crée un groupe d'élèves à l'école comme sa gang, mais c'est pas vraiment ses amis, il s'en fout d'eux, mais ça va être les futurs mange-morts. Donc, des élèves de sang pur, il fait juste, c'est ça, s'entourer de sang pur, puis éventuellement va réaliser qu'il est le descendant de Salazar Serpentard, l'héritier, parce que là, il va avoir fait des recherches sur sa mère, qui est sorcière. Puis, ça, on le sait un peu plus. Là, il va ouvrir la chambre des secrets, causer la mort d'une élève, va mettre la culpabilité sur Hagrid, puis personne ne va savoir que c'est lui, à part un peu Dumbledore, qui a tout compris ça. En 1942, pendant qu'il est en 5e année, Tom Voldemort va créer son premier Horcrux. Là, je ne vais pas dire toutes les dates de la création des Horcrux, mais c'est ça. Il a créé son premier Horcrux avant la fin de ses études. Comme son objectif à ce moment-là est déjà de devenir immortel, d'enfermer des parties de son âme dans des objets. Et il va terminer ses études à Poudlard en 1945. En 1945, c'est également cette année-là que Dumbledore a le fameux duel contre Grindelwald. Il va l'emporter et de fait même gagner, disons, la baguette du sureau. On sait qu'il y a une longue histoire qui mène à ce duel-là. C'est justement ce qui est au cœur du récit des films Les Animaux Fantastiques, Fantastic Beasts. Puis j'en profite pour dire que moi, dans ce balado-là, je ne vais pas nécessairement mentionner Fantastic Beasts. Je ne sais pas faire référence à ce qui se passe dans ces films-là. Je les ai vus, mais c'est ça, à moins de faire un épisode sur l'histoire complète de Dumbledore, mais c'est dans mes plans, je pense pas faire référence à ces films-là. J'ai fait un petit saut en 1957. Là, Voldemort va disparaître pendant 10 ans, OK? De 1957 à 1967. Pendant ces 10 années-là, il va voyager, il va encore plus se plonger dans la magie noire. Je pense qu'il va créer ses derniers Horcrux. Puis il va tellement plonger dans la magie noire que ça va genre le déformer. Fait que c'est pour ça qu'il a l'air de ce qu'il a l'air, le visage de serpent, puis plus de cheveux, puis en tout cas, vous le savez, là, l'allure très serpentesque, ça se dit, de Voldemort est causée par, c'est ça, l'abus de magie noire pendant ces 10 ans de disparition. Ces disparitions, c'est juste comme il va se préparer à revenir puis à prendre le contrôle sur tout. Donc, quand il revient en 67, commence le début de son ascension au pouvoir. Donc, tu sais, en 1970, là, c'est là vraiment qu'il commence à être très, très, très puissant et entouré de mange-morts, évidemment. Et son ascension au pouvoir coïncide avec les années des maraudeurs. Donc, en 1971, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew, ainsi que Lily Evans et Severus Rogue,
arrivent tous en même temps en première année à Poudlard, sont tous mis à Gryffondor sauf Rogue, qui va dans Serpentard, qui graduellement, ben lui, il est super ami avec Lily, ben il va devenir de moins en moins ami avec Lily. Lily va se mettre en couple avec James. Donc, c'est ça, le temps des maraudeurs à Poudlard coïncide 100% avec toute la montée au pouvoir de Voldemort, puis lui qui commence à faire des ravages et qui tue beaucoup de gens, puis c'est vraiment comme des temps noirs, là. Et donc, dans les années 70, Dumbledore va créer l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix que les maraudeurs vont joindre à la fin de leurs études, à la fin des années 70. Ensuite, ben, en juin 1980, Dumbledore, qui cherche un nouveau professeur de divination, passe en entrevue Sybil Trelawney. Et là, Sybil Trelawney va faire une prophétie, va genre rentrer en transe puis donner une prophétie que, dans le fond, elle va dire qu'il y a un enfant qui va naître à la fin du mois de juillet et que cet enfant-là, cet enfant-là va être celui qui va mettre fin à Voldemort. Puis Voldemort prend connaissance de la prophétie et décide qu'il doit tuer Harry Potter parce que là, dans le fond, ben, à ce moment-là, ben, un enfant qui allait être né à la fin juillet, un enfant du monde sorcier, un enfant qui était comme, je sais pas, là, j'allais dire dans la gang, dans l'entourage qui était connu, ben, il y avait les parents d'Harry, James et Lily. Lily était enceinte, puis il y avait également les Londubat qui attendaient un enfant. By the way, Neville est né le jour avant Harry. Donc, c'était Neville ou Harry. Fait que là, on est en 81. On est en 1981. Donc là, James et Lily sont mis au courant, décident de se cacher. Et Sirius Black recommande à James et Lily de mettre Peter Pettigrew comme gardien du secret de leur location. Donc, comment ça fonctionne, le gardien du secret? C'est que tu dois garder un endroit caché, que ce soit l'endroit où tu te caches ou un lieu de rendez-vous que tu te regroupes, mais tu veux garder ça caché. Donc, il y a quelqu'un qui est le gardien du secret. Il y a une personne qui a le droit de communiquer cette information-là. Et c'est à partir du moment où elle communique cette information-là que d'autres personnes peuvent se rendre au lieu. Je ne sais pas si je fais du sens. Je vais vous donner un exemple. Donc, Lily et James sont cachés à leur maison dans Godric's Hollow, au village. Si moi, je passe devant la maison, je vois pas la maison, en fait. Si Peter Pettigrew, qui est gardien du secret, vient me dire « James et Lily sont cachés là », je vais soudainement voir la maison parce que le gardien du secret m'a communiqué l'information. Donc, c'est ce qu'il a fait. Peter Pettigrew a révélé finalement à Voldemort l'emplacement de James et Lily. Et Voldemort a été donc lui-même assassiné, James et Lily, le 31 octobre 1981. Et comme on le sait, n'a pas été capable de tuer Harry. Ce qui nous amène donc au début du premier tome. Suite à la mort de James et Lily, Harry est confié aux Dursley, la seule famille qui lui reste, et grandit avec eux et va apprendre à 11 ans qu'il est sorcier, et non seulement juste sorcier, qu'il est très connu comme... Il a, genre, mis fin à Voldemort, il a fait disparaître Voldemort lorsque ses parents sont morts. Et donc, Harry fait son entrée à Poudlard en 1991. Donc, tu sais, ça, c'est... Je veux dire, je suis là en train de dire les années, là. Je sais pas si c'est nécessaire de bien savoir que l'histoire d'Harry Potter se déroule dans les années 90, mais moi, je trouve ça intéressant. Ça se passe pas dans les années 2000, tu sais, c'est pas... comme le premier tome est sorti... me semble en 98, je pense, 99, le premier film en 2001, mais c'est pas parce que c'est sorti dans cette année-là que l'histoire se déroule dans cette année-là. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une ligne du temps propre à l'histoire. Et ben là, je pourrais faire un résumé rapide là, des années à l'école. Comme on sait, Harry va refaire face à Voldemort pendant sa première année, pendant sa deuxième année aussi. Va détruire un premier Horcrux sans le savoir pendant sa deuxième année. Va en apprendre beaucoup sur... la mort de ses parents dans le troisième volet, dans sa troisième année, va découvrir qu'il a un parrain, que son père avait des amis qui s'appelaient les Maraudeurs, qu'un de ces amis-là les a trahis, Peter Pettigrew, donc il va tout apprendre ça pendant sa troisième année. Pendant sa quatrième année,
à la fin, à la fin de l'année, Voldemort revient en vie. Revient en vie, je veux dire, reprend une forme humaine complète, on va le dire comme ça, parce que son âme n'était pas complètement disparue, il était toujours un peu dans les parages. Reprend forme humaine complète et Harry essaie d'avertir tout le monde qu'il est de retour, personne ne le croit. Et dans le 5e film, Harry va être mis au courant de la fameuse prophétie qui dit pas mal que Harry, dans le fond, t'es la seule personne qui peut vaincre Voldemort. Et à partir de ce moment-là, c'est ça, Harry comprend que c'est sa destinée de vaincre Voldemort. Pendant sa 6e année, Albus Dumbledore va étroitement l'aider pour le guider dans justement cette bataille-là avec Voldemort. Voici ce que tu dois faire. Tu dois trouver les Horcruxes. Voldemort a mis son arme dans des Horcruxes. Tu dois les détruire. Une fois qu'ils sont tous détruits, tu vas pouvoir tuer Voldemort, puis il va être vraiment 100% disparu pour toujours, mort. We're done. C'est fait. Dumbledore meurt en ayant tout légué cette information-là à Harry. Harry décide d'aller chercher les Horcruxes pendant sa 7e année, puis tout ça se termine avec la grosse bataille de Poudlard qui se déroule le 2 mai 1998 à Poudlard, et c'est le moment où Voldemort va enfin mourir. La saga d'Harry Potter se termine avec un beau petit épilogue 19 ans plus tard qui se déroule donc 19 ans plus tard, c'est en 2017, ouais, avec Harry qui amène un de ses enfants sur la plateforme 9 3/4 parce que c'est la rentrée à Poudlard, puis là, les enfants d'Hermione et Ron sont là, les enfants d'Harry sont là, puis c'est un beau moment. C'est déjà ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a satisfait comme petite... comment je peux dire ça? On s'est replongé dans l'univers ensemble. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de En attendant ma lettre de Poudlard. C'était Frédéric et je vous souhaite une excellente journée.